Bonjour à tous. D'abord, merci à tous d'être présents à cet événement de 11 heures au sujet de l'étude Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateurs. Peut-être premier message que nous aurions envie de vous passer, c'est que nous espérons que tout le monde va bien pour vous, pour vos proches, amicaux, professionnels, familiaux, et que après maintenant tous ces jours et ces semaines de confinement, vous êtes toujours en bonne forme et prêts à vous préparer à cette deuxième phase pleine de questions qui est après le 11 mai de déconfinement ou déconfinement partiel. Donc, nous avons la chance de retrouver pour ce webinaire la Fabrique Spinoza, avec qui nous avons collaboré à cette étude sur les nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs, qui est l'objet de ce deuxième événement à ce sujet, puisque nous avions fait au début de l'année un premier webinaire à ce sujet, dont je vais dire quelques mots juste après mon introduction. La présentation, Julie, est-ce que tu peux passer la slide ? Nous allons avoir une présentation qui va s'organiser autour de deux duos. Donc, Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza, et moi-même pour réaliser l'introduction, redonner le contexte général de l'étude et présenter nos deux structures. Et ensuite, Julie Vinet et Safia Larabi. Donc, Julie Vinet, directrice du pôle aménagement, design et bien-être chez Arpas Trans, et Safia Larabi, qui a été la grande prêtresse de cette étude, qui a apporté tout son contenu très riche, qui a d'ailleurs fait que nous avons décidé de réaliser 3 événements sur cette étude, de manière à vous permettre de digérer les 227 pages, puisque l'étude est extrêmement riche et qu'il nous a paru pertinent de vous faire une présentation séquencée en 3 événements, de manière à ce que vous puissiez avoir des clés de lecture les plus pertinentes et les plus précises suite à cette étude. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons eu un premier événement où vous étiez également très nombreux. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être été présents à ce premier événement que nous avions eu la chance de pouvoir faire dans nos locaux, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour cette deuxième partie. Donc, c'était le 27 février, dans laquelle nous avons présenté l'étude et son contexte scientifique. Cette deuxième partie de présentation qui a lieu aujourd'hui est axée sur les facteurs clés de succès qui vont être détaillés par Safia et par Julie, et que nous avons décidé de regarder au regard de la situation présente, à savoir les facteurs clés de succès en période confinée et en période de déconfinée et après. Donc, qui va être le fil conducteur de la présentation qui va suivre. Nous aurons un 3e événement pour lequel la date n'a pas encore été fixée. Nous avions envie de le faire le jour de l'été, mais c'est un dimanche, donc ce ne sera pas le 21 juin, sur lequel nous aborderons le sujet de l'accompagnement en pratique pour des nouveaux espaces de travail et une expérience collaborateur réussie, et peut-être encore avec un accent particulier par rapport au contexte actuel, très spécifique, très particulier, peut-être riche d'enseignements et à la fois vertigineux. Donc, nous aimerions pouvoir aborder avec vous au cours du mois de juin. Donc, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc à la fois sur LinkedIn, sur Twitter. Vous avez ici le lien pour télécharger l'étude pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé. Voilà, nous sommes présents sur ces réseaux, la Fabrique Spinoza également. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre pour pouvoir à la fois avoir les dates de nos prochains événements sur des sujets qui sont très variés, et également poursuivre nos impressions que nous partageons sur ces réseaux. Je vais vous dire juste quelques mots sur Arpas Trans, puisque certains d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas. Donc, Arpas Trans, on est un cabinet de conseil en immobilier. Donc, nous sommes 90 collaborateurs au service de ce marché, de ses utilisateurs, de ses professionnels du marché de l'immobilier, et avec 2 éléments vraiment au cœur de nos actions, qui sont l'usage et qui sont le sens, et qui nous semblent à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, 2 éléments qui vont rester des fondamentaux dans nos approches. Donc, notre approche, elle est basée sur le fait que nous estimons que l'espace bâti et non bâti peut agir et est un acteur majeur de la performance globale et des villes et des organisations et des utilisateurs de ces espaces bâtis et non bâtis, publics, non publics,
avec toutes ces interfaces qui sont des interfaces dont on voit aujourd'hui toute l'importance de manière à pouvoir continuer de vivre ensemble dans un contexte particulier de confinement et après de déconfinement partiel. Nous estimons aujourd'hui que également l'immobilier doit faire face à des transformations environnementales, économiques et sociétales et qu'il a un véritable rôle à jouer. Et pour travailler sur ce rôle, nous aimons à imbriquer les solutions à l'échelle des territoires, à l'échelle des bâtiments et à l'échelle des hommes qui rencontrent assez bien l'ensemble des métiers d'Arpastrans dont je dirai 2 mots juste après. Enfin, nous intégrons dans l'ensemble de nos projets des stratégies de RSE avec une vision qu'on n'arrive pas très bien à traduire en français, donc je vais redire en anglais, qui est une vision Handprint Footprint. C'est qu'à la fois l'immobilier, l'utilisation de l'immobilier a un impact qui est parfois négatif en matière environnementale, en matière sociétale, mais également à la capacité d'avoir des apports positifs. Et donc, c'est la notion de Handprint Footprint, à savoir regardons et analysons et œuvrons à réduire les impacts négatifs que nous pourrions avoir, mais également ayons une vision qui est prospective, une vision innovante et une vision qui est une vision positive de quels sont les impacts que nous pouvons avoir positifs en matière sociétale, environnementale et économique, de manière à pouvoir perdurer de manière pertinente et de manière positive. Les 4 pôles d'activité d'Arpastrans que vous avez ici sont à la fois mobilisés spécifiquement par nos clients par rapport à des expertises particulières sur le design et l'aménagement des espaces de travail, sur l'immobilier responsable, sur le conseil et l'innovation, sur la biodiversité et la biophilie. Mais aujourd'hui, on a une approche qui est de plus en plus transversale, qui est à la fois quelque chose que nous souhaitons parce qu'il nous semble que c'est ce qui donne du sens à nos actions et qui est également beaucoup demandé par nos clients. Donc, nous apportons des solutions qui permettent à la fois de travailler sur la qualité de vie des collaborateurs, sur la performance des organisations, qui soient écho à la culture des entreprises occupantes et qui accompagnent les utilisateurs dans les nouvelles façons d'utiliser les espaces de travail. Et ces espaces de travail, on voit bien aujourd'hui qu'ils ne se limitent pas au bureau, mais qui vont bien au-delà des limites des espaces tertiaires. Donc ça, c'est l'approche du pôle design et aménagement que dirige Julie Vinet. En termes de conseil et d'innovation, donc nous avons une approche qui est d'élaborer des stratégies et des politiques immobilières et de programmer un immobilier dont la clé de voûte est la performance de l'usage, qui traduisent les nouveaux modes de vie et de collaboration en alliant l'expérience physique et l'expérience digitale. Nous avons fait un petit déjeuner sur l'immobilier digital qui nous semble aujourd'hui encore plus pertinent qu'il ne l'était hier et qui est probablement une des bases de travail très fortes sur laquelle nous allons continuer de travailler dès lors que on sera, enfin dès maintenant du fait de la crise que nous vivons et des impacts qu'elle a. En matière de développement durable, nous travaillons sur 2 axes particuliers. Donc, on développe des stratégies et des projets qui sont économes en ressources, qui sont faiblement émetteurs en carbone, qui sont résilients aux effets du changement climatique, mais également qui promeuvent les impacts positifs de l'immobilier sur tous les sujets qui sont à la fois soft et hard de l'immobilier. Et enfin, sur la biodiversité et la biophilie, nous avons des actions qui visent à protéger le vivant et à capitaliser sur les apports pour une ville qui soit vivable, désirable, en déployant une vision qui est écosystémique, dans laquelle l'homme a sa part, l'homme est dans le vivant, et je pense qu'on en a encore plus aujourd'hui la traduction opérationnelle et physique. Petit temps de latence, mais c'est normal. Donc, Arpastrans a l'habitude de prendre la parole. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont généralement présents à nos petits déjeuners au bureau du 9 avenue Percier, qu'on aura beaucoup de plaisir à revoir d'ailleurs. Donc, nos métiers sont en mouvement. Donc, nous développons des projets de développement. Nous prenons la parole sur un certain nombre de sujets. Je ne vais pas tous les citer, vous les avez ici et donc vous avez l'opportunité de les regarder de manière un peu transversale. Vous allez trouver dans ces sujets de développement et les mouvements que nous imprimons à nos métiers, des sujets comme le figital dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également la problématique des multi-échelles, la problématique de la co-construction qui nous semble être un sujet important,
le défi des ressources et comment on fait pour hyper utiliser les lieux. Donc, je pense que là, on hyper utilise nos logements. Donc, c'est peut-être des choses sur lesquelles on devra faire des retours d'expérience et capitaliser. Le sujet du multi-usage, du multi-chronos. Également, le sujet, si je m'attarde un petit peu plus sur le design et l'aménagement, comment on peut faire des partenariats très forts entre organisation et utilisateurs, comment le design doit intégrer l'éco-responsabilité, l'économie circulaire, l'impact positif et la biophilie, et tous les sujets qui sont liés aux enjeux du travail et les nouvelles propositions d'espace de travail, qui évidemment est un sujet qui, à l'heure où on se parle maintenant, est un sujet très prégnant sur lequel nous avons commencé à mener des groupes de travail pour s'assurer que nous préparons l'avenir à l'aune de cette crise. Tu peux passer, Julie. Enfin, avant de céder la parole à Alexandre, juste un petit rappel de nos derniers événements. Donc, ces derniers événements sont à la fois des sujets que nous avons portés en propre, sont également le fruit de collaborations comme l'étude milieu avec WeShare, qui était une étude sur les tiers-lieux, le rapport de coworking fait par la Fondation Travaillons Autrement, le cahier biophilie RSE avec Écologique. Nous avons fait un cocktail sur comment le Wild Spaces, donc le rapport au vivant dans les espaces intérieurs, dont vous avez une jolie photo avec l'une de nos salles de réunion. Nous avions complètement végétalisé pour voir l'impact physique réel de la végétalisation sur nous-mêmes, et plein d'autres événements sur lesquels vous avez eu soit des minutes qui ont été proposées, soit parfois des enregistrements qui auront pu être réalisés et qui peuvent être partagés. Julie. Je cède la parole à Alexandre, donc je vais me muter. Encore une fois, nous sommes ravis que vous soyez aussi présents pour pouvoir écouter ce webinaire et pouvoir rentrer dans une phase de discussion sur ces sujets qui nous tiennent énormément à cœur, des espaces de travail et de l'expérience des collaborateurs. Bon webinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Julie, j'ai besoin de toi pour démarrer la vidéo. En fait, c'est toi qui peux contrôler son lancement. Hop, démarrer ma vidéo. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon visage apparaître? Ça doit être le cas. Bonjour à tous, bonjour à toutes à nouveau. Donc, je suis Alexandre, le fondateur de la Fabrique Spinoza, Alexandre Jost. On est très heureux de participer et de co-construire ce petit déjeuner. La Fabrique Spinoza est le mouvement du bonheur citoyen. Nous sommes animés par une conviction qui est que le sujet du bonheur mérite d'être placé au cœur de notre société. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui est vertueux, et la deuxième, qui est inspirant. Vertueux dans la mesure où, en fait, lorsque, en soi, l'épanouissement est quelque chose de bénéfique, est un bien en lui-même pour l'être humain, mais également vertueux dans la mesure où il permet à la société de fonctionner mieux, les élèves de mieux apprendre, les citoyens d'être plus engagés dans la démocratie. Donc un sujet vertueux et inspirant. En général, ça donne de l'énergie aux gens de s'interroger dans leurs organisations, leur famille, leur vie de citoyen, comment favoriser l'épanouissement. Et puis, ça peut aussi constituer un guide pour notre société, s'interroger quel cap prendre et où aller, peut-être même pour construire le monde de demain. Alors, la Fabrique Spinoza a œuvré à obtenir une reconnaissance institutionnelle sur un sujet aussi étonnant que le bonheur. On est aujourd'hui l'unique spécialiste du bonheur en France. On a même appris qu'on était le seul laboratoire de réflexion à l'international sur le sujet. Et on s'est entouré de sages et scientifiques pour nous guider. Le neuropsychiatre Christophe André, notre président d'honneur, c'est Frédéric Lenoir, l'interprète du Dalai Lama, Mathieu Ricard. Bref, on a fait ce qu'il fallait pour être reconnu, et on collabore aujourd'hui avec des organisations prestigieuses, ambitieuses. On a été coordinateur-rédacteur d'une commission de l'ONU sur le bonheur national brut. On est correspondant officiel en France de l'OCDE sur la mesure du progrès social. On accompagne le MEDEF sur les questions d'innovation managériale. On a la chance d'être souvent et de plus en plus auditionné par les pouvoirs publics sur la question du bonheur, par différents ministères, par l'Élysée.
On collabore également avec des universités, des centres de recherche, et on a même lancé en marque blanche la seule revue francophone et scientifique sur le bonheur. Voilà notre programme, replacer le bonheur au cœur de la société. Si on examine la diapositive suivante, notre action se décompose en trois grands pôles. Le premier qui prend la parole aujourd'hui, c'est l'Observatoire Spinoza. Notre idée, c'est qu'il faut explorer le sujet du bonheur de manière aussi scientifique que possible, de telle sorte à inspirer les décideurs. Parmi vous, je pense qu'il y a un nombre important qui a un rôle à jouer, qui ont un rôle à jouer dans l'organisation pour dessiner les espaces de demain, d'où l'étude que nous avons menée. Deuxièmement, transformer et accompagner à la transformation, c'est la branche Action Spinoza. Et là, notre idée, c'est de nous diriger, nous mettre au service des organisations qui souhaitent placer l'épanouissement au cœur de leur stratégie, au cœur de leur développement. Et pour ça, nous formons, nous accompagnons, nous conseillons, nous sommes actifs sur la conduite du changement. Et enfin, une troisième activité, de rassemblement de bénévoles, nos passeurs du bonheur, avec un terme un peu poétique, des actions sur les territoires de bénévoles qui souhaitent essaimer le concept de bonheur localement en menant des projets en lien avec le bonheur. Et ces trois pôles ensemble, l'observatoire pour replacer le bonheur au sein des consciences auprès des décideurs, Action Spinoza pour le placer au cœur des organisations, et puis nos très chers passeurs du bonheur pour le replacer au cœur des territoires. Ces trois facettes ensemble constituent le mouvement du bonheur citoyen pour que ce sujet nous inspire, nous guide et nous donne de l'énergie et de la joie. Alors, si nous regardons la diapositive suivante, parmi les différents sujets d'études, santé, éducation, travail, nous avons choisi d'en traiter un en particulier, qui est celui de l'espace. On a intitulé cette étude « Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur », avec comme objectif de rendre disponibles les connaissances disponibles qui sont nombreuses, qui sont scientifiques, mais pas que, auprès du plus grand nombre, sur la question de l'épanouissement et de l'espace. On a voulu également distinguer ce qui permettait de transformer positivement les espaces pour aller vers plus d'action. On a aussi souhaité valoriser les pratiques innovantes qui sont déjà en place, d'où le fait de s'être associé avec différents acteurs, différents partenaires comme ARP Astrans, que l'on aime à la fois pour des raisons humaines, des raisons éthiques et des raisons de compétences et d'expertise. Nous les admirons énormément. Et puis enfin, orienter les choix des différents acteurs en se disant que par cette étude et par ces petits déjeuners, on pouvait permettre aux espaces de demain d'être plus modernes, plus vertueux, c'est-à-dire permettant aux organisations de mieux fonctionner et que les hommes et les femmes y soient plus heureux ou encore plus heureux. Regardons la diapositive suivante. Julie, si tu veux bien. Et je vais commencer à parler de nos amis partenaires. Nous avons mené cette étude avec donc ARP Astrans, mais également Herman Miller, la région Île-de-France, Certivea, B-Coworking, Multibureau et Dynamic Workplace. Et on a la chance extraordinaire de se être entouré d'un écosystème humain, profond, et envie d'impulser des changements et une idée de service, parfois même un peu d'humour et de joie, même si en visioconférence, c'est plus difficile. Merci à nos partenaires. Et pour terminer, une dernière diapositive avant de donner la parole à Safia. Notre étude, Julie, si tu veux bien regarder la diapositive suivante, se décompose en trois grandes facettes. Une facette qui est dédiée tout d'abord à un examen de la science, ce que les sciences du bonheur disent sur les espaces et l'expérience collaborateur. C'était l'objet du premier petit déjeuner. Ce petit déjeuner actuel qui examine les 7 grands facteurs de succès et de réussite pour ces espaces de travail dans un contexte bien particulier. Et enfin, une partie prospective pour dessiner le monde d'après ou le monde de demain. J'ai le grand plaisir de te passer la parole, Safia, pour que tu nous dises
que l'on rentre dans le cœur du sujet sur ce qui permet, via la diapositive suivante, eh bien, de dessiner des espaces vertueux en temps de confinement et après confinement. Merci Alexandre. Je lis juste la slide d'avant parce que tu m'avais demandé de faire un petit rappel aussi sur la partie théorique pour la contextualisation du sujet, donc de manière scientifique concernant l'apport des sciences du bonheur, professionnel pour tout ce qui est sur les grandes mutations du monde de travail et individuel sur l'avènement de l'expérience collaborateur et l'orientation du bonheur au travail. Et donc pour tout le côté exploration des sciences du bonheur, nous avons croisé les différentes disciplines afin de mieux comprendre l'espace, comment il a été pensé et comment il induit les comportements afin de nous permettre d'intégrer une vision plus holistique de l'individu. Et pour cela, nous avons exploré les champs aussi divers que la philosophie, la géographie, la biologie, l'éthologie, l'anthropologie, les neurosciences, etc. Et donc, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet et télécharger l'étude librement. Concernant la slide suivante, voici les 7 facteurs. Donc, ce sont 7 grandes familles de facteurs clés que nous allons évoquer successivement. Le premier, c'est comment prendre soin du corps du collaborateur. Donc là, c'est l'accueillir avec tout ce qui touche à la santé environnementale. Comment permettre les conditions d'une concentration optimale, l'état de flow, et également étudier l'impact de la présence d'un animal sur notre bien-être au travail. Il s'agit de réfléchir à comment poser un cadre physique vertueux, notamment par le fait de promouvoir l'art, se connecter à la nature ou réinvestir les sens. Troisièmement, comment construire des liens humains positifs au sein de cet espace, c'est-à-dire favoriser les rencontres et penser les zones de circulation. Comment offrir un espace digital vertueux. Comment adapter l'espace de travail aux différents types de personnalités et activités professionnelles, et notamment stimuler la créativité. Comment concevoir un espace de pouvoir partagé et comment ouvrir l'espace à la vie personnelle et familiale, mais aussi au quartier, à la ville et plus globalement au monde et à la planète. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons ensemble un chemin de pensée articulé pour chacun de ces facteurs autour d'un grand principe directeur, d'une mise en situation au cas de télétravail et des perspectives de traduction pour la phase de déconfinement. Concernant le premier facteur, donc prendre soin du corps du collaborateur. Donc, laissez-moi vous présenter Emma, bossue, en surpoids, les poignets gonflés, les yeux injectés de sang. C'est ce qu'on peut lire sur la slide. Emma nous invite à lutter contre les effets pervers de la sédentarité. Rappelons qu'en France, les troubles musculo-squelettiques sont la première maladie professionnelle. Ce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas encore, c'est qu'Emma est notre collègue du futur, pas si lointain, puisqu'elle est l'employé type de 2040, conçu par un cabinet de solutions ergonomiques afin de rendre visible l'impact des postures de travail sur le corps des employés. Donc, si Emma est bossue, c'est à cause d'une assise prolongée. Ses varices sont dues à une mauvaise circulation du sang et si elle a les yeux injectés de sang, c'est à cause du travail intense sur l'écran. Et les poignets sont gonflés à cause du travail répétitif, etc. Il s'agit donc d'une invitation à revoir nos postures de travail et d'installer l'activité physique au cœur de notre to-do list. Sur cette slide, vous voyez un bureau ajustable qui permet donc d'alterner les positions assises et debout. Et donc, certaines études promeuvent aujourd'hui la diminution du temps passé en position assise comme étant autant bénéfique que le fait de promouvoir une activité physique. Et ce bureau permettrait une réduction de 50% du temps assis et donc ainsi contribuer à la réduction des maladies chroniques. Donc, en période de travail, de télétravail, on peut penser à comment réduire notre temps assis. Et donc là, il est recommandé de se lever 5 minutes toutes les 30 minutes. Ça pourrait être aussi simple de mettre un reminder sur notre téléphone. On peut aussi penser à améliorer la qualité de l'assise et notamment comment acquérir les bonnes postures.
comment bien s'asseoir, comment gérer la bonne distance avec son écran d'ordinateur, comment soulager sa nuque en écrivant des textos. Il faut savoir que la tête pèse entre 5 et 8 kilos et que quand on envoie un texto à 60 degrés, eh bien, les lois de la gravité font que la nuque soutient 27 kilos. 27 kilos, c'est le poids de ma nièce de 7 ans. Donc, sur la tête. Un deuxième axe, ce serait donc de promouvoir l'activité physique. Donc là, vous avez bien vu en période de confinement la multitude d'applications, de comptes et de lives qui existent pour proposer des programmes selon les différents niveaux et affinités. Une proposition, ça serait de pourquoi ne pas inscrire une équipe et tenter un défi entre collègues. Cette période de confinement a vu fleurir pas mal de vidéos déjà en ce sens et de manière peut-être plus professionnelle, j'allais dire. Les équipes de Capgemini ont lancé des vidéos où elles dansent dans leur bureau. Pour appuyer ce discours, 3 chiffres que je voulais vous partager pour nous tourner vers la phase de déconfinement. 87%, donc c'est le chiffre, c'est le nombre des directions d'entreprises interrogées par le MEDEF qui sont convaincues par les effets positifs d'une pratique sportive en entreprise. 5%, c'est le pourcentage d'entre eux qui sont passés à l'action pour mettre en place une activité physique dans leur entreprise. Et pourtant, 12%, c'est le surcroît de productivité qui est dû à une pratique sportive régulière. Donc, que peut-on imaginer pour la suite? Comment organiser des séances collectives d'activité physique par équipe? On peut imaginer de regrouper les coûts en matériel des petites entreprises et moyennes entreprises via des équipements interentreprises. Et peut-être aussi souligner que parfois, c'est aussi simple que de créer un vestiaire avec une douche pour inciter les collaborateurs à une pratique sportive en extérieur. Enfin, pour organiser un défi sportif entre collègues, savoir qu'il s'agit d'un facteur de cohésion d'équipe, que ça nourrit le sentiment d'appartenance entre les collaborateurs qui peuvent se découvrir autrement, apprendre à mieux se connaître et en dehors de toute considération hiérarchique. Je passe la parole à Julie pour le facteur 2. Mais Safia, donc j'espère que tout le monde m'entend bien pour vous indiquer qu'on est maintenant 350 en ligne derrière ce webinaire et qu'on est très content de vous avoir tous avec nous. Donc sur le facteur 2, Safia en parle tout à l'heure, donc ça consistait à réfléchir à comment offrir un cadre physique vertueux. Vous le verrez dans l'étude, 3 axes sont développés, à savoir comment promouvoir l'art et quel peut être le pouvoir de l'art dans ce cadre-ci. Comment réfléchir à un design multisensoriel et enfin, comment utiliser le design biophilique pour servir justement ce cadre physique vertueux. Pour des raisons de timing et parce que voilà, on est limité dans le temps, nous avons décidé aujourd'hui de focuser sur l'axe design biophilique. Donc, pour remettre un peu tout ça dans le contexte, alors je pense que la plupart d'entre vous sont maintenant familiers avec cette idée, mais qu'est-ce que finalement le design biophilique? Alors, le design biophilique, ça vient de bio, qui veut dire la vie, et de phile, qui veut dire qui aime. Donc, finalement, c'est se questionner sur comment le vivant peut être vertueux pour le vivant, ou interroger le fait, enfin se servir du fait que l'homme à cette tendance innée à se connecter ou à se reconnecter à la nature. Et finalement, le design biophilique s'avère être un formidable outil pour tisser ce lien éco-responsable entre l'espace de travail et l'utilisateur, tout en pouvant permettre une personnalisation et une adaptation à chaque organisation. Ce qui est intéressant, c'est que quand la question aux gens quand vous êtes stressé, dans quel lieu vous vous projetez pour essayer d'évacuer au maximum ce stress, 95% des gens vont penser à un lieu extérieur, donc un lieu de nature. Alors que
on passe 90% de notre temps dans un environnement bâti. Donc, on se rend bien compte qu'effectivement, cette nécessité à recruter la nature est extrêmement importante. Vous le verrez aussi dans l'étude, et Arpas Trans a notamment participé à traduire ces éléments en français. Il y a un document fait par Thérapine qui présente finalement les 15 patterns d'un design biophilique. Parce qu'un design biophilique, c'est pas seulement mettre une plante verte dans un coin d'une pièce, mais ça peut être beaucoup d'autres choses comme les liens visuels avec la nature, les liens matériels, d'avoir la présence de l'eau, d'offrir des perspectives, de pouvoir avoir la notion de refuge. Donc, c'est vraiment tout ce qui va, en termes de code, faire référence à la nature, pas forcément sous sa forme physique. Effectivement, plusieurs formes possibles dans les bureaux. Ça peut être effectivement de la nature dans les bureaux. Quand on interroge les gens, on se rend compte qu'il y a une amélioration de la performance, du sentiment de bien-être, de la créativité quand les gens sont en lien avec la nature. Mais ça peut aussi être, je le disais, juste une analogie à la nature sans forcément renvoyer à une image très claire. Donc, finalement, quand on se pose la question, on voit les biais de cette relation avec la nature, on a en droit de se poser la question, mais finalement, en télétravail, comment on peut appliquer ce principe de design biophilique quand on est en télétravail? Alors, effectivement, tout le monde ne va pas être logé à la même enseigne au départ, parce qu'en fonction des qualités intrinsèques de son lieu de télétravail, si on est en ville, si on est à la campagne, si on est dans un appartement parisien sous les toits ou si on a la vue sur un champ, forcément, on n'est pas tout à fait égaux par rapport à ça. On l'a vu juste avant, le biophilique aussi des liens immatériels ou recréer la sensation de nature. Et là, il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont imaginables. On peut mettre des images de nature, on peut essayer d'avoir au maximum une vue sur l'extérieur pour pouvoir profiter des perspectives et d'une vue dégagée. On peut essayer de se recréer des lieux cocons en fonction des moments de la journée qui vont rappeler un peu cette notion de refuge qu'on retrouve assez souvent dans la nature. On peut, et ça ne peut pas grand-chose, mais ouvrir une fenêtre pour essayer de recréer cette notion de courant d'air et cette sensation un peu agréable qui peut aider justement à se sentir mieux, avoir un cadre physique vert. Il y a une qui a été faite il y a maintenant quelques années qui montre que des malades dans des hôpitaux qui ont vu sur de la végétation vont guérir plus vite que les mêmes malades qui seront traités de la même façon, mais qui auraient vu sur des espaces bâtis ou sur des parkings. Donc vraiment, utiliser tous les codes possibles pour pouvoir faire en sorte de se reconnecter à la nature, même si on n'a pas forcément la main très verte. Et puis enfin, se poser la question finalement de se dire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comment on peut se servir de ce design biophilique, de tous ces apports pour demain en déconfinement. Et comment ce design, oui, peut participer à redonner du sens et à redonner du sens à pourquoi finalement venir au bureau. Et réfléchir, et c'est ce que vous voyez sur la slide, alors je ne vais pas tout vous citer, vous aurez l'occasion de le lire en téléétude puisque c'est également dans l'étude, se poser la question du rythme qu'on va avoir tout au long de la journée et de comment on peut à certains moments offrir par un mal particulier sur du mobilier, une référence à une essence d'arbre précise, par un choix de revêtement de sol, redonner un rythme, le fait de pouvoir faire des walking meetings, donc des réunions en marchant où on va pouvoir exprimer la nature d'une façon différente. Et on peut le faire par exemple avec l'entreprise Ciel Montradi, comment on peut créer des moments de communauté, puisqu'on sent bien que dans ces temps, le fait de revenir au bureau, de retrouver un social, de trouver des échanges, voilà, la nature peut aussi participer à ça. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble parce qu'en plus, on est assez minuté dans chaque facteur. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de se servir de l'ensemble des leviers du design biophilique pour pouvoir capitaliser à chaque instant de sa journée et redonner du sens finalement à son lieu de travail. Safia, je te redonne la main sur le facteur 3. Merci Julie.
Facteur 3, comment construire des liens humains positifs, favoriser les rencontres et penser les zones de circulation. Quelques éléments. Quand on demande à Christopher Peterson, qui est donc l'auteur du premier traité des ressources positives des êtres humains, qu'est-ce que la psychologie positive? Il répond « faire en sorte que les autres comptent ». Quand la Harvard Study remet ses conclusions, donc une étude de 75 ans portant sur les différents leviers de l'épanouissement, le 4e directeur de recherche nous dit l'importance de la qualité du lien humain en ces termes. En résumé, le bonheur est amour, point final. Et enfin, quand le rapport Golak étudie les facteurs prédominants contribuant au bien-être au travail, la première source d'épanouissement est les relations. Donc, à gauche, vous pouvez voir une création artistique. Ce sont les locaux du déménagement de la CAMIF, dont la direction a sollicité une artiste itinérante qui a tissé un lien rose avec un scotch fluo rose à chaque interaction au sein de l'open space. Cela nous permet de voir les liens humains entre les collaborateurs et de mettre au jour l'importance de ces liens directs et non seulement dématérialisés. À droite, c'est une vidéo que vous avez peut-être vue pendant cette phase au début du déconfinement. C'était au tout début de la distanciation physique et les médecins dansent d'une manière créative pour se saluer. Et je trouvais que c'était une image intéressante pour annoncer le point suivant, qui est de ne pas négliger l'importance d'un bonjour et l'importance de maintenir un lien avec son équipe, même en phase de télétravail. Donc, c'est la slide suivante, normalement. Merci, Julie. Et c'est une étude de Sean Acker qui pose la règle du 10 sur 5 dans un hôpital de 11 000 personnes. Donc, c'est très simple. Quand le collaborateur se trouve à 10 pas de son collaborateur, ils se regardent dans les yeux et ils sourient. À 5 pas, ils se disent bonjour. En 6 mois, il y a eu une augmentation considérable du niveau de bonheur global de l'hôpital, aussi bien entre les collaborateurs, mais également envers les patients et envers la notoriété de l'établissement. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations en période de télétravail ? À la Fabrique Spinoza, on a institutionnalisé des cafés Spinoza qui sont des ateliers de co-développement entre collaborateurs. Et dans cette période de télétravail, on a imaginé, comme dans beaucoup d'organisations, des cafés virtuels hebdomadaires pour continuer à maintenir un lien avec les équipes. Un outil qui est noté au sein de l'étude et qui peut aussi être efficace pour nourrir le lien entre les différents collaborateurs, c'est la roue de réciprocité, laquelle peut également se faire de manière virtuelle. Et c'est très simple, ça invite à maintenir le lien et entretenir l'altruisme et l'entraide entre les collaborateurs, où chacun est invité à écrire à l'extérieur d'un cercle son besoin. Et les collaborateurs passent un à un sur les différents besoins pour pouvoir faire des liens d'interaction entre les uns et les autres, de sorte qu'ils sont tous réunis autour d'un cercle de réciprocité. Nous avons ensuite une possibilité, comment organiser la phase de déconfinement. Donc, il s'agit ici d'accorder une importance considérable aux liens humains en permettant des structures de petites unités limitées à ce chiffre-là de 150 personnes. Pour exemple, l'entreprise Gore-Tex, une fois qu'elle atteint ce seuil, elle divise ses effectifs pour créer une autre unité opérationnelle à proximité. Jean-Michel Cornu, qui est spécialiste des processus collaboratifs, utilise également ce chiffre puisqu'il recommande de constituer des équipes en îlot projet de 12 personnes. 12 personnes, c'est le nombre qui nous permet d'avoir conscience des 11 interlocuteurs et de chaque interaction possible entre eux. 12 x 12 étant égal à 144. Donc, pourquoi 150 ? Ce nombre magique, appelé nombre du Dunbar, du nom de l'anthropologue qui l'a conçu.
est le nombre maximal déterminant la qualité des relations humaines pour un fonctionnement optimal des organisations. Et ce chiffre-là dépend en réalité de la capacité de notre néocortex, qui est donc la zone de notre activité cérébrale cognitive supérieure. Comment penser l'espace en phase de déconfinement afin de pouvoir influer sur les liens humains positifs? Là, je voulais attirer votre attention sur comment animer les lieux perdus pour plus de convivialité. Donc, on pense aux espaces dérivés, oubliés ou espaces tampons. Et c'est d'autant plus important que 70% de ce que nous apprenons au travail repose sur des échanges imprévus et informels. Donc, si en général, on pense assez facilement à l'espace café, qu'en est-il par exemple de l'espace photocopieuse? Comment l'aménager pour plus de bien-être dans l'expérience du collaborateur? Souvent, parfois, ça peut être aussi simple de mettre des revues pour la détente ou une plante pour le bien-être. En tout cas, tout est à inviter. Sur l'image de droite, à inventer. Sur l'image de droite, vous avez une illustration d'un nouvel espace de travail improvisé à la région Île-de-France qui était notre partenaire sur l'étude et qui a donc conçu un déménagement récent dans ses nouveaux locaux à Saint-Ouen. Et ce que cette image ne montre pas, c'est que cet espace-là est en fait l'espace juste en face de l'ascenseur. Voilà pour une illustration de comment imaginer l'aménagement des espaces tampons. Et Julie, je te laisse la parole pour le facteur 4. Alors, j'espère que cette mécanique logistique de switch et de slide qui mettent un peu de temps ne vous perturbe pas trop. Donc, le facteur 4, c'est finalement comment réfléchir à un espace digital vertueux. Donc, dans les principes, un peu les constats finalement qu'on peut faire, c'est que finalement, on est dans un monde digital, mais un peu de paradoxe. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'immédiateté et en même temps la durabilité. Quand on regarde l'échelle du temps de l'innovation qui est très liée justement à ce monde digital et l'échelle de temps du bâti et de l'immobilier, on voit bien qu'il y a un écart qui peut être un peu important. On va aussi être dans le paradoxe d'être de l'hyperconnectivité et en même temps, à certains moments, de l'isolement. On peut aussi faire ce lien un peu paradoxal entre la volonté de personnalisation et en même temps la volonté de standardisation. Et pour autant, le digital, notamment avec les nouvelles façons de travailler et les nouveaux environnements de travail, est un élément clé. Et qui est très lié aussi au travail à distance et au développement de toute celle de travail. Donc finalement, le digital workplace, c'est à la fois un facteur de productivité, mais c'est aussi un outil d'attractivité. Des études montrent que 64% des salariés sont d'accord pour choisir un emploi moins bien payé, on leur offre la possibilité et du coup le package qui va leur permettre de travailler en dehors du bureau. Et ce pourcentage monte même à 87% quand on parle du taux de rétention des collaborateurs dans les entreprises qui ont une approche digital workplace. Donc, on voit bien que cette notion de digital est très liée à la notion d'espace de travail distribué et est une attente forte de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est aussi un élément modificatif du travail lui-même. La dématérialisation, par exemple, va permettre la gestion électronique des documents, des services en ligne, de la dématérialisation. C'est aussi modificatif du travail. Une étude montre que cadre passe en moyenne 5,4 heures par jour à consulter leur messagerie. Donc là aussi, ça peut être un peu questionnant. On a aussi 2 jours de travail par an, perdus, liés à des défauts de digitalisation ou quand le digital fait un peu des scènes et ne fonctionne pas trop. Donc, on voit bien que ça peut être à la fois très bénéfique, un outil, mais également un outil qui peut à certains moments devenir source de stress et qui peut aller même jusqu'à l'addiction dans certains cas. D'où la nécessité de réfléchir à la juste utilisation du digital et vraiment se poser la question, d'où ce facteur 4, de cet espace digital vertueux.
Si on essaye de réfléchir un peu sur cet espace digital quand on parle du télétravail et non ce qu'on est tous en train d'expérimenter de plus ou moins loin en ces temps confinés, on voit bien que c'est effectivement des outils qui sont et qui restent à mettre en place et à apprivoiser. Là encore, on n'est pas tous égaux face à ces outils. Il peut y avoir, dans certains cas, et l'étude en parle assez bien, cette notion d'intrusion intime où on l'a tous vécu dans des visios, quand on a certains collaborateurs ou certains participants qui ne sont pas hyper chauds pour brancher la caméra parce qu'on a toujours cette question de la limite entre mon espace très privé et mon espace pro et comment j'arrive à gérer ces deux éléments-là. On peut aussi avoir des postures par rapport à cette utilisation du digital qui peuvent être un peu faussées. On peut avoir ce qu'on appelle du mimétisme, donc le neurone miroir, qui fait qu'on va avoir tendance à se comporter comme la personne qu'on a en face de nous, et c'est encore plus exacerbé quand on est dans une relation un peu virtuelle que quand on est en physique. Et puis enfin, il ne faut pas le négliger, il y a aussi qui peut poser question sur la confiance dans les outils numériques avec ce que ça peut poser comme question d'intrusion de données personnelles, enfin toutes ces questions-là qui sont en télétravail aussi une question forte. Et en même temps, c'est vraiment un nouveau mode de travail qui est plébiscité, on l'a vu tout à l'heure, qui est très lié à ces espaces de travail distribués et qui doivent pouvoir être mis à disposition de tous et surtout qui doivent pouvoir être accompagnés. Ça peut passer par un réel changement de culture d'entreprise ou de façon de travailler et passer d'une culture classique du type mail avec fichier à un véritable réseau social d'entreprise peut aussi faciliter ces périodes où le télétravail est très utilisé parce que le réseau social d'entreprise va permettre de remettre le collaborateur au cœur du dispositif, de repérer cette notion d'appartenance, donc peut-être de redonner un sens même quand tout le monde est finalement éparpillé dans toute l'Île-de-France. Donc ça crée ce lien beaucoup plus fort que par mail. C'est finalement quelque part une transparence plus grande de l'information. Ça peut diminuer aussi les sollicitations électroniques, puisque la cryptation des messages, n'étant pas complètement spécialiste, je ne m'aventurerai pas dans l'explication technique. Mais voilà, le réseau social d'entreprise peut soulager un peu les réseaux. Et puis, ça peut aussi, comme on le ferait sur un Facebook ou sur un Instagram, permettre de prendre plus en compte le côté émotionnel, côté confiance et reconnaissance que peut attendre un collaborateur. Et en même temps, et c'est aussi un des dangers du digital en télétravail, et il faut avoir une attention particulière là-dessus, c'est qu'il faut prendre en compte la déconnexion nécessaire. Et le fait qu'à un moment, de continuer à arriver à faire la part entre ce qui va être de la sphère privée et de la vie privée hors travail et de ce qui est du monde du travail, même quand on est à son domicile. Voilà, c'est important. On voit bien l'enjeu fort, ces attentes fortes et en contrepartie, l'accompagnement nécessaire pour faire en sorte que chacun puisse utiliser au mieux ces outils dans ces périodes de télétravail. Et puis enfin, si on projette finalement et si on suit qu'est-ce que ça veut dire demain, post-déconfinement, un espace digital de travail vertueux, on pense que c'est aller vers finalement un espace digital intuitif qui permettrait une pérennité digitale. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans l'étude, est repris, et notamment par Herman Miller, qui est un des autres partenaires de l'étude. C'est finalement se poser la question entre adéquation des espaces et outils, entre action digitale et action réfléchie que ça va demander à chaque collaborateur, donc vraiment d'être dans quelque chose de très naturel, et puis d'être dans quelque chose où tout est fluide et sans interruption, puisque la notion d'interruption est quelque chose d'assez prégnant par rapport au digital. Et en même temps, il s'agira aussi de se poser la question de la bonne utilisation et de la juste utilisation du digital, donc plutôt voir le digital comme as a service, pas faire du digital pour faire du digital. Là aussi, dans l'étude, vous verrez, il y a plusieurs illustrations de ça qui peuvent être des
par exemple des applications de localisation des collègues ou des applications qui vont permettre de ne pas déjeuner tout seul ou des applications qui pourraient aider à maîtriser les regroupements et la distanciation sociale si on devait arriver là. Ça peut aussi être des choses qui vont permettre d'identifier le côté, bah oui, je suis disponible pour un échange ou non, au contraire, je suis dans un temps de réflexion et je n'ai pas envie qu'on me dérange. Voilà, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour faciliter ce retour au bureau. Et toujours, on avait les mêmes questions tout à l'heure sur l'espace physique, mais finalement, on va se poser à nous, après cette période particulière qu'on est en train de vivre, la question de pourquoi et qu'est-ce que je suis au bureau. Et donc, le digital peut aussi être cet outil-là pour nous aider à mieux vivre l'après. Je passe au facteur 5, qui est finalement de se poser la question de l'adaptation aux personnes et aux activités. Donc, sur les grands principes, et je ne vous apprendrai rien en disant que, bah voilà, on pose des espaces qui sont à destination d'utilisateurs multiples. C'est-à-dire que oui, tout le monde ne se ressemble pas, chaque personne a sa propre personnalité, ses propres fonctionnements. Donc là aussi, dans l'étude, vous verrez, il y a plusieurs axes qui sont utilisés pour bien connaître les personnalités et finalement pour bien se poser la question de pour qui je suis en train de penser ces espaces. Donc il y a à la fois le côté personnalité, notamment par exemple avec la méthode Océan. Est-ce que je suis quelqu'un d'ouvert, introverti, enfin toutes ces notions-là et ces études qui peuvent être faites. Et puis il y a aussi le fait de se poser la question sur les profils fonctionnels. Est-ce que je suis quelqu'un de très nomade, de très communicant, de plutôt sédentaire, de plutôt en mode projet, en fonction de mon métier. Et c'est finalement ces différentes choses qu'on va se rendre compte que les attentes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes et qu'il y a peut-être un enjeu de rééquilibrage des espaces pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces choses-là. Là aussi, un focus est fait sur les introvertis qui sont souvent les un peu mal aimés de la réflexion sur les espaces de travail, alors qu'ils vont représenter, alors les chiffres varient d'une à l'autre, mais de 16 jusqu'à 50% de la population. Donc finalement, se poser cette question de qui on est, quelle personnalité on a et quels espaces on voudrait voir mettre à disponibilité est un enjeu assez fort. Je vais reprendre une métaphore qui a été faite dans l'étude par Herman Miller sur le fait de dire, voilà, quand on présente une corbeille de fruits à quelqu'un, on n'offre pas un fruit, on lui offre le choix. Et je crois que ce parallèle-là est assez bon quand on se pose cette question sur l'adaptation aux personnes et aux activités. Alors, là où ça peut sembler devenir un peu plus compliqué, c'est quand on réfléchit sur finalement, et en télétravail, ça veut dire quoi d'adapter les lieux aux personnes et aux activités. Ben, ça veut déjà dire peut-être de se poser la question chacun, de se dire finalement quel type de travailleur je suis et dans quelles conditions je suis le mieux pour faire telle ou telle chose. Est-ce que j'ai besoin de travailler dans le calme ou en musique? Est-ce que je peux travailler seul ou au contraire, j'ai besoin d'un collectif pour travailler? Et ce, même en télétravail, parce que du coup, on peut aménager ou organiser ses journées différemment. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est que comme ça, à première vue, on se dit que notre espace personnel nous convient et nous plaît, sauf que souvent, il n'a pas été pensé pour travailler, mais plutôt pour vivre sa vie personnelle. Et le fait de se questionner sur le qui je suis pour pouvoir mieux appréhender son espace personnel dans un âge professionnel peut effectivement être une bonne réponse. Là encore, et on avait le cas déjà tout à l'heure, on va être face à des situations très disparates, puisqu'on ne va pas vivre le télétravail de la même façon qu'on soit dans un studio de carré. En gros, on a la possibilité de s'asseoir sur un canapé, ou qu'on soit dans une maison de 6 pièces avec jardin, où là, finalement, la possibilité de bouger va être plus importante. Et c'est là que la troisième brique va finalement jouer un rôle important et qui n'est pas forcément complètement lié à l'espace, mais plutôt à l'adaptation aux personnes, aux activités, c'est aussi l'adaptation de l'organisation et du management. Donc, pouvoir se dire qu'on a une relation de confiance avec le manager, qu'on passe peut-être d'un management de contrôle à un management de confiance, qu'on arrive quand même à garder du lien et qu'on se sent toujours appartenir à une entreprise,
qu'on sait ce qu'on a à faire, que les objectifs sont clairs, que ça permet à chaque outil de gagner en autonomie. Et je pense que ce qui ressortira de cette période, c'est que certaines personnes vont se dire « Ah ben si, en fait, j'étais capable de… » Et cette notion de confiance, confiance en soi ou confiance en son entreprise et en son management nous semble particulièrement important. Pour demain, pour le post-déconfinement, on pense réellement que ça va créer un nouveau rapport à l'espace de travail dit classique. On se rend compte, bon an, mal an, depuis 1 mois et demi, qu'un grand nombre des activités qui étaient faites sur le lieu de travail peuvent être faites, alors dans des conditions plus ou moins bien perçues en fonction des personnes, mais peuvent être faites à distance et complètement en télétravail. Et du coup, il va falloir repenser les lieux, répondre aux attentes des collaborateurs, et pour pouvoir se dire finalement, mon lieu de travail, qu'est-ce que je vais y chercher? Je vais y chercher du lien social, je vais y chercher des rencontres avec mes collaborateurs, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des activités que je ne peux pas faire au travail, ou qu'on à faire que par écran interposé. La question qui va peut-être se poser, et notamment à court terme, c'est comment on peut arriver à concilier le fait de venir chercher ces échanges et ce lien social avec les mesures sanitaires de distanciation sociale qui potentiellement pourraient durer un certain temps. Donc là aussi, on a à réinventer les espaces, à réinventer l'usage des surfaces, la flexibilité des espaces pour permettre justement d'offrir aux collaborateurs l'écosystème qui correspondra le mieux à ces attentes. Je vais faire un autre parallèle. J'utilisais la corbeille de fruits tout à l'heure. Je vais me servir de la pâtisserie en ce moment parce que c'est une activité assez plébiscitée pendant ce confinement. De se dire, voilà, l'idée, c'est de mettre à disposition des collaborateurs l'ensemble des ingrédients pour que chacun fasse son propre gâteau. Avec de la farine, de l'eau, du sucre, on peut faire de la pâte à crêpes, mais il suffit de rajouter quelque chose et on a un cake au chocolat ou on va faire un éclair pour les plus forts. Donc, c'est vraiment cette idée de se dire que l'espace doit être conçu pour que chacun, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses attentes, en fonction de ce qu'il vient chercher sur son lieu de travail, puisse finalement créer son écosystème de travail vertueux et adapté et personnalisé. Safia, je te rends la main pour les 6e. Merci Julie. 6e facteur, un espace de pouvoir partagé. Non. C'est pas cette slide, Julie. Ouais, merci beaucoup. Donc, un espace de pouvoir partagé. Je voudrais vous partager trois faits. Donc, l'IDH, qui est connu pour être l'indicateur de développement humain, est aussi dans notre contexte l'indice de distance hiérarchique, c'est-à-dire la mesure du degré d'inégalité de pouvoir entre la personne qui détient un pouvoir hiérarchique et celle qui lui est soumise. Or, la France a un fort indice de distance hiérarchique. Et pourtant, 80% de la proportion de l'innovation se produit 3 degrés en dessous de la direction. C'est une étude qui a été relayée par Certivia, qui est aussi partenaire de notre étude. Enfin, 32%, c'est la productivité du collaborateur lorsqu'il est sollicité sur une question. C'est ce qu'on appelle l'effet Hawthorne. D'où l'importance de l'effet consultatif et de pouvoir organiser une certaine horizontalisation des relations. Donc, en période de ce confinement, comme l'a dit Julie, ça réinterroge les modes de management, comment manager à distance, hors présentiel et selon quel code. La slide suivante. Alors, un des premiers exemples, c'est les réunions Zoom, par exemple, sont un outil d'horizontalisation du travail. Donc, on a tous des vignettes de même taille pour chaque interlocuteur. On n'a pas besoin, pour entrer en réunion, de monter à l'étage, traverser le couloir, passer les grandes portes et arriver dans un très grand bureau. Donc, l'espace physique et la taille du bureau personnalisé ne peut plus être la norme, mais un critère déterminant de la relation du pouvoir.
Et donc, lorsque sonnera le retour à l'espace physique, certains garderont cette envie de l'horizontalisation. Une autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut conjuguer donc la surveillance et la confiance. Donc, le télétravail fait qu'on ne peut pas observer le travail et faire le même suivi, reporting qu'à l'ordinaire. Et c'est une transformation spatiale qui oblige à plus de confiance dans une sorte d'effet apanoptique. Sachant que l'effet panoptique est l'effet permettant aux supérieurs hiérarchiques une potentielle surveillance continue, systématique et omniprésente des collaborateurs. En télétravail, c'est l'inverse. Cet effet-là n'est plus présent, quand bien même en open space, l'effet panoptique n'est pas celui du supérieur hiérarchique, mais celui de l'ensemble des collaborateurs. En période de télétravail, c'est plus un effet apanoptique et dans lequel ce serait plutôt la confiance qui serait la nouvelle norme. Comment imaginer la période de déconfinement ? Alors, il est évident qu'après 2 mois de télétravail et de management à distance, il y a des chances pour que les collaborateurs retournent au travail avec d'autres envies et notamment comment s'orienter vers quelque chose de plus consultatif. Et là, on a le modèle de l'entreprise libérée selon lequel c'est celui qui fait, qui sait, qui nous invite à solliciter les usagers pour transformer leur propre espace de travail. Donc là, on a pour rappel la direction Favi qui avait considéré que les collaborateurs étaient eux-mêmes les premiers impactés et les avait invités à se prononcer pour redessiner leur espace de travail et ils s'étaient donc eux-mêmes organisés en mini-usines. Et donc, comment inviter les collaborateurs à se prononcer eux-mêmes sur leur sujet. À la région Île-de-France, ils ont récemment créé un outil de management visuel pour permettre de rendre justement les informations visibles pour tous sur différents sujets et permettre des points réguliers qui permettent la codécision fréquente sur toute une partie des processus. Donc, ça permet d'installer un climat de confiance entre les différents agents qui peuvent s'exprimer, aussi bien, peu important leur rang hiérarchique, aussi bien sur leurs succès que sur leurs échecs pour dédramatiser et libérer la parole ou accentuer la collaboration en créant plus d'entraide entre les agents. Enfin, le 7e levier, le 7e facteur identifié est celui portant sur une ouverture. Donc, une ouverture, voilà, c'est celle-là, une ouverture au monde et à la planète. Donc, ce que cette crise sanitaire met en relief, c'est aussi le dessin d'une époque où l'importance de l'écologie devient primordiale et comment ancrer ces comportements écologiques de la personne à l'organisation. Du recrutement à la marque employeur, comment est-ce qu'on peut chacun s'interroger sur nos modes de consommation, nos déplacements, le tourisme, le local, etc. Donc, un chiffre que je voulais vous partager, c'est pour souligner cette importance croissante écologique et le besoin de préservation de la planète, c'est 26%. Donc, 26%, c'est le pourcentage des jeunes générations qui considèrent la cause environnementale comme leur première préoccupation. Et 43% d'entre eux déclarent intégrer le développement durable dans leurs pratiques quotidiennes. Et de plus en plus, l'argument éthique et écologique environnemental est un critère de choix d'une entreprise employeuse. Donc concrètement, en cette période de télétravail, quelle possibilité pour agir vers ce sens ? Une appli que je voulais vous partager qui s'appelle Clean Fox, qui permet de nettoyer sa boîte mail. Qui permet de nettoyer sa boîte mail en supprimant les mails et en se désabonnant de manière assez rapide et qui fait une correspondance avec son taux de bilan carbone.
Ensuite, il y a aussi la possibilité d'une phase d'introspection ou d'auto-analyse pour réfléchir sur nos propres comportements, s'interroger sur les modes de consommation et notamment distinguer ce qui est important, urgent, utile ou nécessaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant ou aussi vite? Voilà, réfléchir sur soi et côté expérimental, pourquoi ne pas tester une journée zéro déchet ou une journée végétarienne, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Enfin, pour l'après, je voulais vous inviter à réfléchir à la question de comment faciliter les éco-gestes. Et pour ça, un outil utile, c'est le nudge. Donc, le nudge, littéralement, c'est le coup de pouce. C'est un procédé issu du design et de l'économie comportementale qui nous invite à influencer un changement de comportement de manière efficace et durable. Donc là, vous avez une illustration. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans les objectifs RSE. Quelques exemples, une photocopieuse paramétrée d'office recto verso. Ça peut aussi être les poubelles qui sont pour inciter à la propreté et au tri des déchets. Alors, on a des paniers de baskets en poubelle ou des cendriers qui sont des boîtes à voter. Enfin, il existe toutes sortes d'illustrations pour nous aider à intégrer les éco-gestes. Enfin, pour appuyer sur ce même sens, on peut aussi imaginer que collectivement, les collaborateurs conçoivent un guide des éco-gestes au bureau qui pourrait traiter de questions aussi bien traitant de la bureautique, du chauffage, de la clim, de l'eau, de la mobilité, des différents éco-gestes. Ça peut être conçu en mode World Café, co-construction ou alors de manière plus ludique avec des challenges mensuels. Voir en ce sens, par exemple, Pomme d'Api qui a cartographié un agenda du mois avec donc une trentaine d'éco-gestes en défi pour l'ensemble de ses équipes. Voilà pour le dernier facteur de notre étude que vous pouvez retrouver sur le site internet en libre accès. Merci Julie. Merci Safia. Donc voilà, on a alors vous nous excuserez, on a assez peu une petite conclusion à faire et répondre à quelques questions. Vous remettre en visibilité ce que disait Gwenaëlle, voilà, par rapport à l'étude et à la densité de l'étude, hein, qu'on vous invite vraiment à télécharger, parce que là, vous avez eu un résumé, un petit condensé. On espère qu'on vous a donné envie de rentrer plus profondément dans ces différents facteurs. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'étude. Et puis, voilà, on vous donne rendez-vous au mois de juin. Alors, en fonction de où on en sera du déconfinement, on vous invitera soit en physique, soit de la même façon en dématérialisé, mais finalement pour se poser la question de l'accompagnement en pratique, c'est quoi? L'après, il va forcément falloir, suite à ce qu'on est en train de vivre, poser la question de l'immobilier de demain et l'espace de travail de demain, qu'est-ce que c'est? Comment on transcende cet immobilier? Comment on se pose la question entre l'adéquation entre espace de travail et finalement nouvelle façon de travailler et organisation du travail? Est-ce qu'un lieu n'aura pas besoin de se réinventer plusieurs fois pour trouver finalement sa logique et son fonctionnement? Est-ce qu'on ne va pas être amené à penser les lieux de façon très polymorphe, de façon très distribuée, à savoir peut-être une partie dans un siège, peut-être dans des tiers-lieux internes, peut-être dans des tiers-lieux externes, peut-être une part de ce qu'on pouvait imaginer. Peut-être dire que ce qu'on a vécu là, finalement, a été un accélérateur de cette mise en place qu'on voyait déjà venir avant, mais qui là, finalement, a eu un coup de booster. Et se poser la question de dire qu'est-ce que je mets à disposition de mes collaborateurs, à quel endroit, pourquoi faire et qu'est-ce qu'on vient y chercher. C'est finalement cette équation-là qu'il va falloir résoudre, que ce soit au niveau de l'espace, au niveau des outils, mais au niveau de l'organisation et du management.
Pour ça, et pour commencer cette réflexion, Arpas Trans a mis en place une task force qui regroupe des experts internes, que ce soit des experts du conseil immobilier, du design, de la résidence, un certain nombre de partenaires, un certain nombre de nos clients aussi, pour se dire, mais finalement, comment on invente les lieux de demain, comment on les repense, comment on les fait peut-être mieux parler entre eux et comment on crée ce nouvel écosystème qui répondra à nos nouveaux modes d'organisation, qu'on intègre ou non finalement des mesures sanitaires et de distanciation sociale, parce qu'on peut espérer que ces mesures de distanciation sociale ne seront que temporaires, mais en même temps, si on doit les réintégrer de façon très récurrente dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire et comment les espaces peuvent se réinventer par rapport à ça. Nous avons également lancé, je vous invite à prendre le temps de répondre à ce questionnaire. Voilà, ça demande un peu de temps, c'est entre un quart d'heure et 20 minutes. Mais voilà, pour vous interroger sur vous, vos ressentis, sur le avant, pendant, après, sur justement trois leviers que sont l'espace, le management et les outils. Donc, l'idée étant de recueillir un maximum de retours pour pouvoir capitaliser dessus et pour pouvoir se poser les bonnes questions et vous proposer des espaces qui soient le plus en attente avec les évolutions et les changements qu'on est en train de vivre. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. Je voulais juste, parce que nous avons tenté quelque chose en live, j'espère que ça va marcher. Alors, comment je fais pour sortir de ça? Voilà. Nous avons en interne Carole qui, tout au long de la conférence, a pris des notes, a regardé pour un peu à la façon d'un facilitateur graphique, voilà, et qui vous propose son interprétation et sa traduction finalement de ces 7 facteurs clés. Alors, je ne sais pas si vous voyez du coup le bon écran ou pas. Alors, j'ai mon téléphone qui bip. Non, a priori, je lis. Moi, je suis toujours… Voilà, là, on te voit. Donc, a priori, il faut que je fasse ça. Voilà, je pense que vous voyez donc qui a travaillé au fur et à mesure de nos échanges, alors qu'il faudra qu'on complète. Et voilà, à se dire, finalement, ces 7 facteurs, comment ils viennent se nourrir sur cette roue pour arriver à l'espace de travail de demain. Est-ce que, Gwenaëlle, peut-être on a le temps de prendre une ou deux questions et de répondre à une ou deux questions? Oui, on va poser prendre une ou deux questions. Je te prie de m'excuser, je dois retrouver mon écran. Voilà. Donc, vous avez posé quelques questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, ces questions sont à la fois liées à certains éléments de sources de chiffres qui ont été mentionnés pendant l'étude. Vous avez demandé si l'étude était téléchargeable. Donc, elle est téléchargeable. Il y a eu le lien qui a été mentionné dans le fil de la discussion. Sinon, elle est téléchargeable sur le site de la Fabrique Spinoza ou sur notre site Internet. Dans les autres questions qui ont été posées ou remarques qui ont été faites, en particulier, elles concernent la période de déconfinement. Avec 2 questions qui sont une, le Covid-19 va nous amener à déserter les open space, les coins cafés et la proximité sociale. Quelles sont vos idées pour recréer ces liens sociaux? Et le deuxième sujet qui est aussi lié à la partition un peu nouvelle qu'on va peut-être devoir jouer, qui avez-vous une recommandation sur le nombre de jours de télétravail maximum par semaine et quelles sont les tendances, surtout suite au confinement? Est-ce que Julie, Safia, Alexandre, vous souhaitez apporter une réponse? Donc, la première, désertion des open space, coins café, proximité sociale, des idées pour recréer des liens sociaux. Moi, je veux bien faire une réponse très très courte avant de laisser mes collègues et partenaires compléter, en disant que à la fois notre webinaire de ce matin, elle consiste à apporter de l'expertise et partager l'état des lieux de nos recherches, notre expérience en termes d'accompagnement de clients, mais qu'il faut faire attention à ne pas devenir paternaliste et ne pas oublier d'interroger les gens. C'est-à-dire je pense qu'on peut être tenté de faire beaucoup de projections sur les besoins des individus de demain, alors qu'on va avoir besoin de poser des diagnostics, d'interroger les collaborateurs
pour savoir ce qui est important pour eux, s'ils voient les espaces de bureau comme des espaces de socialisation, comme des lieux de concentration, comme des lieux de recréation de l'esprit d'entreprise. Et dans tout accompagnement au sein d'Action Spinoza ou tel que le fait RP Trans, l'enjeu, c'est vraiment de commencer par écouter, diagnostiquer le besoin. Voilà, je te laisse compléter Julie ou Safia ou Gwen. Effectivement, je ne peux que rebondir sur ce qu'il dit Alexandre et par rapport à la question qui est posée, ce serait bien prétentieux d'avoir une solution toute faite qui va venir dire voilà, la solution pour confiner celle-ci. Je pense que la solution sera très différente d'une entreprise à l'autre, d'une culture d'entreprise à une autre, même d'un collaborateur à un autre. Maintenant, des solutions existent pour faire en sorte que malgré les mesures de distanciation sociale, on arrive quand même à recréer du lien et à garder du lien. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés de s'enfermer dans une boîte de plexiglas pour continuer à venir au bureau. C'est chose qu'on est en train d'étudier, qui sont en train d'être aussi regardées au regard de l'évolution aussi des mesures sanitaires nécessaires. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir à re-questionner les lieux d'échange, les lieux de détente quelque part dans les entreprises pour pouvoir permettre quand même de garder ce lien social et cette envie d'être ensemble et ne pas tomber dans la psychose totale du chacun sa boîte et finalement du chacun rester chez soi. Ce qu'on voit quand même, c'est que pour avoir un certain nombre de retours clients, c'est que les gens, et ça c'est plutôt en lien avec la deuxième question, nombre de jours de télétravail par semaine. Là aussi, il n'y a pas une recette unique. Ce qu'on constate là, au bout d'un mois et demi de télétravail, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de collaborateurs ont quand même cette appétence à revenir, alors soit sur leur lieu historique ou soit sur un lieu d'ange qui serait mis à disposition ailleurs. Donc voilà, on voit que les entreprises qui étaient à un jour vont peut-être essayer d'aller à un peu plus de 3. Maintenant, vous donnez la recette exacte qui conviendrait à tous. Encore, elle n'existe pas. Et c'est aussi en étudiant les besoins de chaque collaborateur, l'organisation des entreprises, les modes de management, les évolutions qu'il va y avoir qu'on pourra aussi vous conseiller sur, oui, 3 jours c'est envisageable, 4, 2, voilà, la recette miracle n'existe pas et ça part vraiment d'une analyse du terrain et des besoins de chaque entreprise et de chaque métier. Julie, l'idée qui me vient sur ce sujet, c'est qu'on peut dire de manière certaine qu'après la crise sanitaire, il n'aura jamais été aussi essentiel de co-construire les règles de vie au travail. C'était déjà quelque chose d'important pour établir les bons modes d'organisation de travail, vérifier que la convivialité était possible et encouragée. Mais demain, ça sera encore plus le cas parce qu'au-delà des directives gouvernementales et de nos expertises à nous, eh bien, ce sont des collaborateurs qui en délibèrent ensemble pour dire, eh bien, nous, on pense qu'il ne faut pas être à plus de temps dans un bureau, qu'avant, on se refera la bise en 2040. Voilà, et seulement le dialogue organisé et facilité permettra cela. Je vous présente un petit animal qui s'appelle Malone. Est-ce que tu as repéré d'autres questions? Sinon, je propose que, comme il est déjà 12h23 et qu'on avait pris un engagement à midi, que l'on... Pardon, j'avais mis en mute. Je pense que les réponses que vous venez d'apporter sont des réponses à d'autres questions qui ont été posées sur la question de la confiance qui a été évoquée, confiance en télétravail. Est-ce que c'est le rouage principal? Est-ce qu'il y a d'autres rouages, en particulier la culture du résultat qui ne doit pas être un des rouages du télétravail? Donc, je pense que vous avez abordé par vos réponses vous avez ébauché une partie de la réponse à cette question. Autre question qui est posée, qui est la question de la formation des managers de proximité.
pour pouvoir faire émerger les bonnes pratiques de télétravail par rapport à des managers qui sont en première ligne dans un environnement de travail qui est un levier de performance, mais qui est aujourd'hui beaucoup modifié. Donc, voilà un peu les questions qui se sont posées autour de la présentation que nous venons de faire. Donc, Julie, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il est quasiment 12h30 maintenant, qu'on devrait clore le webinaire à présent. Est-ce que tu as un mot de la fin, Alexandre, Safia, avant qu'on puisse libérer tout le monde et encore remercier tout le monde de sa participation? Peut-être juste dire que ce qui a donné envie de lancer cette étude avec RP Astrance et nos partenaires, c'est l'idée que l'espace était déterminant, était presque un fait social total, capable de dessiner les manières de travailler, les relations entre les hommes et les femmes et bien d'autres choses au travail, et que c'est encore plus le cas maintenant que vient s'agréger tristement les inquiétudes sanitaires. Donc on est fiers d'avoir réalisé cette étude avec vous et de pouvoir, avec à la fois humilité et ambition, vous apporter des réponses pour que demain, on réapprenne à travailler et à être heureux au travail. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Safia, peut-être? Tout est dit pour moi. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai vu que vous étiez beaucoup beaucoup présents. Je viens de remettre le lien pour ceux qui le souhaitent de l'étude sur le chat pour des éléments complémentaires. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.